Les années 50. Boom économique dans les pays occidentaux. Guerre dans les colonies. Algérie, Corée, les conflits se multiplient. Aux États-Unis, les Rosenberg sont exécutés et le sénateur McCarthy déclenche sa chasse aux sorcières. Le roi est mort, vive la reine. Élisabeth II est couronnée avec faste dans l'admiration générale. En Europe, on aspire au rêve américain. Le blue jean, sa musique, le rock'n'roll et ses boissons fétiches, le Coca-Cola. Les ados rebelles se reconnaissaient dans James Dean, qui meurt à 24 ans, coincé dans sa Porsche. Les lumières de la ville triomphent, mais Charlot s'exile. En Italie, Federico Fellini a été récompensé aux Oscars pour La Strada. Des millions de gens écoutent la radio, mais dans le coin obscur de plus d'une pièce, de petites boîtes émettent des images dans un bain de lumière argentée. L'âge de la télévision a commencé. Grace Kelly, épouse régnée de Monaco. Ils s'affrontèrent pour la première fois dans Ulysse, puis dans une sombre histoire d'amitié, d'honneur et de vengeance, dans le dernier train pour Gun Hill. Mais c'est dans le chef-d'œuvre de Vincente Minnelli, La vie passionnée de Vincent Van Gogh, que ces deux géants ont montré la profondeur de l'amitié qui les unissait. Anthony Quinn. This Anthony Quinn. Get back! Starring Kirk Douglas as Spartacus. Issur Danielovitch Dembski naît le 9 décembre 1916 à Amsterdam, dans l'État de New York. C'est ce que je lis dans toute ma biographie et c'est l'exacte vérité. Mon père était un chiffonnier russe et je me souviens qu'il m'a très vite proposé de devenir rabbin, une chance exceptionnelle pour un petit juif pauvre. Mais ce qui m'a toujours attiré, ce sont les planches. Toutes les planches. J'aimais le cirque, les fêtes foraines, cet univers étrange d'hommes et d'animaux qui arrivaient en ville le soir et changeaient un terrain désert en un monde fascinant de bruits et de lumière. J'adorais observer les racoleurs faisant miroiter la chance aux chalands. J'étais à la fois effrayé et fasciné par les monstres. Un jour, je me bagarrais avec un fils de forain. Il me frappa au visage et me fit saigner du nez. Autour de lui, sa famille l'encourageait. Moi, je me sentais très seul. Personne ne m'encourageait. De toute façon, je ne voulais pas me battre. Je voulais devenir l'ami de ce garçon et faire partie de sa famille. Mais j'avais au moins appris une chose. Je pouvais me battre. Je deviens champion de lutte, puis je travaille dans une foire pour payer mes études. Toute ma vie, je me suis battu, au sens propre comme au sens figuré, pour défendre mes idées et mes convictions. En 1939, je pars à New York et deviens membre de l'Académie américaine d'art dramatique où je rencontre Lauren Bacall. Le 7 décembre 1941, la flotte japonaise bombarde Pearl Harbor. Incorporé à l'école navale, je deviens officier de marine. Je fais la guerre dans les unités de lutte anti-sous-marine de l'Atlantique et du Pacifique. Démobilisé en juin 1944 à la suite d'une attaque de dysenterie, je pars à Los Angeles où je croise Lauren Bacall qui vient d'être embauchée sur le port de l'Angoisse après un simple screen test. Tout est possible et je tente ma chance. Moi aussi je fais un bout d'essai et comme par magie j'obtiens le rôle du mari de Barbara Stanwyck dans L'emprise du crime. Issur Danielovitch Dembski devient Kirk Douglas. Chez nous, au Mexique, les choses étaient un peu différentes. Le pays était divisé, on se battait contre son fils, contre son frère. Chacun voyait la révolution en fonction de la place qu'il occupait dans la société. Et aux yeux de Pancho Villa, c'était un conflit de classe.
À la longue, j'adoptais moi aussi ce point de vue. En 1913, au moment de son alliance avec Emiliano Zapata à Mexico, Villa parlait déjà au nom des travailleurs, et mon père Francisco l'écoutait attentivement. Il rencontra ma mère et lui déclara « Je veux que tu sois ma soldadera ». Elle lui répondit « Mais nous ne nous connaissons même pas !» Mes parents ont combattu côte à côte. Je suis né à Chihuahua le 21 avril 1916, la même année que Kirk Douglas. Ce passé me sera utile. Et lorsque j'incarnerai le frère d'Emiliano Zapata à l'écran, je remporterai un Oscar pour cette interprétation. Pour l'heure, et en pleine guerre, nous trouvons refuge à El Paso, au Texas. Et lorsque mon père revient, nous partons pour la Californie du Sud. Il travaille comme ramasseur de fruits dans des plantations d'agrumes, et nous vivons tous dans un petit studio. Je rêve déjà de monter sur les planches. Et puis un jour, mon père obtient le poste de machiniste, puis de caméraman au studio de la Selig. Grâce à lui, j'ai un pied dans ce monde que je ne connais pas. Je deviens l'ami de Rudolph Valentino et de Douglas Fairbanks. La vie difficile que j'ai vécue m'a appris à me battre pour survivre. Je grandis dans l'ombre des stars et des réalisateurs. Devenu adolescent, je reçois une proposition de George Cukor pour un premier rôle. Faux départ. Cukor tentait simplement d'obtenir mes faveurs. Déception qui n'entame en rien ma vocation. Pour Kirk Douglas, le destin se met en place. Dès sa première prestation dans L'emprise du crime, sa violence contenue et ses personnages tourmentés en font l'interprète idéal du film noir. Il se montre remarquable dans les rôles en demi-teinte, pris entre le bien et le mal. À Hollywood, pour parvenir au premier rôle, il faut se construire une image de jeune premier irréprochable. I wouldn't have known you, Sam. Well, I wouldn't have known you either, Walter, only I saw your picture. My picture? Oh, yes, yes, of course. I don't want to be disturbed unless it's very important. Yes, Mr. O'Neill. Humphrey Bogart fut le premier à faire exception à la règle. Kirk Douglas sera la seconde. Une fois devenu star à part entière, il continuera à travailler sur ce registre de l'ambiguïté morale. Sur le tournage de L'homme aux abois, il propose au producteur Al Wallis de se battre contre Burt Lancaster pour la scène finale. Wallis est sidéré par une telle audace, mais il est bien obligé de reconnaître que sur le plan dramatique, cette fin est infiniment plus forte. Elle sera tournée selon les suggestions de l'acteur. C'est en 1949, avec un nouveau personnage d'anti-héros, que Douglas rencontre enfin la gloire. Dans Le Champion, il incarne un boxeur sans scrupules, dévoré par l'ambition. Petite production indépendante, Le Champion sort en juillet 1949 et devient l'un des plus gros succès de l'année. Douglas reçoit une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. Les grands rôles s'enchaînent avec les plus grands metteurs en scène. Michael Curtis, Billy Wilder, Raoul Walsh, Vincente Minnelli. Il vient de recevoir une proposition du producteur Dino De Laurentiis pour incarner Ulysse. Il aura comme adversaire un acteur de complément qui commence à prendre du galon, une tête brûlée, difficile à manier, un certain Anthony Quinn. Je ne pense pas être une tête brûlée. Je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds, même si ça vient du pape. J'avais eu le toupet de m'opposer à Cécile B2000. Et Gary Cooper, la vedette du film, dut intervenir pour que je ne sois pas renvoyé. Tout finira bien puisque j'épouserai Catherine 2000, la fille du grand patron de la Paramount. Désormais, les rôles de méchants exotiques en tout genre vont s'enchaîner 15 années durant.
C'est bien sûr dans ces petits personnages de guerriers indiens ou de bandits mexicains que l'on me remarque. Et c'est sans doute parce que j'incarnais si bien ces personnages issus des minorités que Kirk Douglas pensa à moi et m'imposa à la production. J'allais jouer à ses côtés dans Ulysse. L'histoire nous raconte qu'après la guerre de Troie, tous les rois sont rentrés chez eux, alors qu'Ulysse s'est vu condamné à un autre sort. Pour avoir brisé la statue des dieux, il a été condamné à errer sans espoir de retour. Le destin aime renvoyer aux hommes le reflet de ce qu'ils sont dans la vie. Ne sommes-nous pas, Kirk et moi, comme Ulysse, des nomades en exil ? Pour raconter la quête universelle de cet homme, nous nous sommes retrouvés en Europe, dans un petit village de pêcheurs. Un retour aux sources pour Anthony et moi. Pénélope est incarnée par la révélation de riz amer, Sylvana Mangano, par ailleurs épouse du producteur du film. Monsieur trouve le rôle de Pénélope trop court à son goût et lui confie également celui de Circé, la magicienne qui empêche Ulysse de retourner auprès de son épouse. Idée qui va s'avérer particulièrement payante à l'écran. Antinous, volubile, autoritaire et violent, est un rôle sur mesure pour Anthony Quinn. Rivaux dans le film, nous ne l'avons jamais été dans la vie. J'avoue que je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre et je ne fus pas déçu. Tout comme moi, il défend ses idées avec conviction. Nous avons connu la même enfance difficile et je pense que vivre dans un pays étranger crée des liens entre ceux qui se sentent extérieurs au système. Je pense qu'au fond, chacun considérait l'autre comme son égal, son frère rebelle et fort en gueule, bien décidé à ne pas se faire dévorer par les lions de la jungle hollywoodienne. La rivalité était pourtant présente entre nous, un peu comme deux élèves qui veulent briller devant leur professeur. À la fin du tournage, je suis reparti pour Hollywood où m'attendait Walt Disney pour 20 000 lieues sous les mers, tandis qu'Anthony restait en Italie pour tourner La Strada de Fellini. Trois ans plus tard, devenu producteur, je lui redemandais de jouer à mes côtés dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh. Il n'y avait que lui pour interpréter Gauguin. Hey, Vincent, what's the matter? Have you seen him? See who? Who? Gauguin. Ce rôle a bouleversé toutes mes théories sur le métier d'acteur et m'a fait prendre conscience de la différence qui existait entre un artiste et un véritable créateur. Le comédien s'inspire de ce qui l'entoure, absorbe la matière qui passe à travers le filtre de son identité. De l'autre côté, le créateur sent vibrer en lui une force incontrôlable qui le pousse à créer et à exprimer des émotions qui lui sont parfois impossibles à définir. Je sais de quoi je parle, moi qui ai toujours été attiré par la peinture. Arrêtez, Monsieur Quinn. Je peins dès que j'ai un moment de libre, essayant d'immortaliser la vision qui m'a traversé l'esprit. On ne choisit pas d'être créateur. Last 147, take 3. Action. Je pense qu'au fond de lui, Kirk a senti cette fibre en moi. Et j'ai vécu comme un gage d'amitié le rôle qu'il m'a proposé. Moi qui suis plutôt prompt à me mesurer aux autres, j'ai toujours été surpris de ne jamais avoir cherché la confrontation avec lui. That's what I mean. You see how pale and thin that sky is? You use the same brushstrokes all over. It's got no texture, no energy, it's all flat. That's the way I see it. Flat. Fuel in the sun.
Grâce au succès public et critique de certains films, le western a enfin gagné son statut de genre majeur à Hollywood. Les vedettes les plus prestigieuses peuvent désormais apparaître dans ces séries B stéréotypées. Pour Quinn, le western est une vieille histoire, mais pour Douglas, la découverte est plus récente. C'est John Sturges qui lui propose un rôle dans Le Dernier Train pour Gun Hill. Douglas et Quinn sont réunis pour la 3e fois. Entièrement dévoré par sa pulsion de vengeance, Douglas abandonne les déchirements généralement propres à ses personnages pour une interprétation plus monolithique qu'à l'ordinaire. Mais ici, le méchant vole la vedette au héros. Quinn est absolument magnifique dans ses élans de tendresse et de violence, son désespoir et le choix qu'il doit faire entre son fils coupable et son ami rendu intraitable par la douleur. Quelques mois après le tournage, Douglas et Quinn manquent de se retrouver rivaux dans 2 versions différentes de Spartacus, l'une produite par United Artists et l'autre par Universal. Le projet Universal a été initié par Brina. La nouvelle compagnie vient de connaître un énorme succès avec Les Vikings, réalisé par Richard Fleischer. Encouragé par le succès de cette fresque épique et violente, Kirk Douglas achète les droits de Spartacus et confie l'adaptation au scénariste blacklisté Dalton Trumbo. Le projet prenant une ampleur colossale, Douglas préfère céder la production à Universal. De son côté, Yul Brynner, qui convoite également le rôle, parvient avec l'aide d'Anthony Quinn à convaincre United Artists d'investir sur un scénario original intitulé Les Gladiateurs. Douglas accélère les préparatifs afin de prendre ses concurrents de vitesse et accepte à contre-cœur, à la demande d'Universal, que son Spartacus soit réalisé par Anthony Mann. Mais la United Artists se retire finalement de la course. Douglas renvoie Anthony Mann et le remplace par Stanley Kubrick. Starring Kirk Douglas as Spartacus, slave, gladiator, invincible fighter. Laurence Olivier as Crassus, symbol of Rome's majesty and might. I'm not after glory. I'm after Spartacus. The symbol of the Senate. All the power of Rome. I imagine a God for slaves. And I pray. What do you pray for? I pray for a son who'll be born free. L'acteur connaîtra le plus grand triomphe de sa carrière en interprétant l'esclave révolté devant la caméra de Stanley Kubrick. Quelques mois plus tard, Anthony Quinn prend sa revanche en interprétant un autre gladiateur, Barabbas. Lui aussi apparaît comme le fer de lance d'une révolution qui amène le peuple à se soulever contre ses oppresseurs. Listen, everybody, that's the word. Love one another. Je refuse $1 million pour jouer dans la chute de l'Empire romain. Je veux revenir à mes amours de jeunesse, le théâtre. L'objectif de la caméra est un mauvais œil. Lorsque l'on joue sous son regard, ce cyclope vous vide jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Sur scène, on donne quelque chose au public et on reçoit plus encore. En novembre 1963, sur les planches de Broadway, je monte Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais malgré le soutien de Lee Strasberg, la pièce sera massacrée par la critique. Et pourtant, 12 ans plus tard, Jack Nicholson décrochera l'Oscar en interprétant le même personnage. Le film sera produit par Michael Douglas, l'un de mes fils. Jusqu'en 1980, j'apparais régulièrement à l'écran. Mais victime d'un grave accident cardiaque au milieu des années 90, je lève un peu le pied. Attention, je ne suis pas encore enterré. Aux dernières nouvelles, le fils du chiffonnier est en pleine forme. Je viens d'achever en janvier 2003 le film Illusion, adapté de la pièce de Corneille, L'illusion comique.
Lorsque je regarde mon passé, je réalise que si la vie n'a pas toujours été facile dans ce monde où les coups bas et l'égoïsme sont des armes très répandues, ma relation avec Anthony Quinn a dépassé le cadre qu'aurait pu imposer Hollywood à 2 de ses soldats. Notre parcours personnel et nos choix y sont pour beaucoup, et je suis fier d'avoir été son ami. Anthony Quinn est désormais un acteur sur lequel on peut monter une superproduction. En 1962, il épaule Peter O'Toole dans le Lawrence d'Arabie de David Lean. Sur les canons de Navarone, il fait jeu égal avec Gregory Peck. Le film devient un classique instantané du film d'aventure guerrière. Quinn est éblouissant dans le rôle de Stavros, le partisan grec qui s'est juré de tuer son meilleur ami une fois la mission terminée. Au fur et à mesure que le tournage avance, Quinn retrousse les manches de son uniforme, laissant apparaître un sous-vêtement rouge vif. Lorsque dans la scène finale, il apparaît en rouge éclatant, on ne voit plus que lui. Le film obtient un succès mondial et en Grèce, Quinn devient un héros national. Quelques années plus tard, Michael Kakoyannis fait appel à Quinn pour incarner Zorba le Grec. L'identification entre l'acteur et son personnage est totale. Après avoir incarné Zorba pendant 3 mois, je n'étais plus moi-même. Je commençais à voir le monde avec les yeux d'un fou. C'était Zorba qui prenait le dessus. Le film devient le plus grand succès personnel de ma carrière et je reçois une nouvelle nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. Je quitte peu à peu les caméras et c'est en tant que peintre que je m'exprimerai dans les dernières années de ma vie. Je m'éteins à l'âge de 86 ans, le 3 juin 2001 à Boston, Massachusetts, entouré de ma très nombreuse descendance. Au-delà de notre rivalité amicale de cours de récréation, Kirk et moi avons suivi des parcours étonnamment similaires. Nous avons incarné des méchants, des êtres troubles, énormes et truculents, réfractaires à l'autorité. Zorba et Spartacus furent des marginaux, des réprouvés, dont la révolte et la folie ont résonné dans le cœur des spectateurs du monde entier. Mon seul regret est de ne pas avoir cherché à retrouver mon vieux compagnon de route vers la fin de ma vie. Un reste de pudeur, qui sait. Jamais Hollywood ne fut plus universel que lorsqu'il donna vie à des personnages issus des mythes éloignés de l'idéal américain. Kirk Douglas et Anthony Quinn, le fils du chiffonnier juif et le fils du révolutionnaire mexicain, ont été 2 des figures les plus marquantes d'Hollywood. Sans jamais tomber dans le piège de la compétition, leur amitié a su rester intacte dans un monde qui a tout fait pour les dresser l'un contre l'autre.